Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Mon métier, c'est d'aider les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic, en améliorant ce qui compte vraiment, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et la façon dont vos visiteurs passent ou ne passent pas à l'achat. En fait, mon travail consiste à analyser votre site comme un client pour comprendre où vous perdez des ventes, identifier où ça bloque, simplifier la navigation, optimiser les pages principales et transformer davantage de visiteurs en acheteurs. Donc, vous attirez plus de résultats, plus de chiffre d'affaires avec le même volume de trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce peut mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute, il vous suffit de réserver un appel via le lien dans la description de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois Margot Bruino, qui est cofondatrice de la marque d'enquête pour enfants Encaval. Bonjour Margot, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Céline. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment est né Encaval Ouais. et quel a été le déclic à l'origine de cette idée d'enquête pour enfants? Oui, donc Aval est né en 2018 de notre rencontre avec Astrid, qui est ma cofondatrice, dans le cadre d'un parcours d'entrepreneuriat social et solidaire qui s'appelle Ticket for Change. Donc, on aime bien raconter cette partie parce que ça donne pas mal la tonalité, la culture d'entreprise. On a monté une entreprise avec une mission, avec une vision, plutôt Oui, qu'avec un BP. Et donc l'envie, la problématique qu'on avait envie de tacler à ce moment-là, le sujet dont on avait envie de se préoccuper, c'était le sujet de la surexposition des familles et des enfants a fortiori aux loisirs écran. Donc ça, c'était en oui, 2018 et c'est intéressant parce qu'en 2018, on n'était pas du tout dans le haut du pic de la conscientisation du sujet qu'on a actuellement. Voilà, on est en ouais, 2026, le sujet est bien sur la table. Mais à l'époque, pas tellement. Il y avait une app d'éducation, enfin, d'un truc semi-éducatif qui sortait toutes les 2 heures environ. oui. Et voilà, nous, on avait le sentiment que ça, c'était un peu problématique, qui est que ça, et qu'en gros, le divertissement se tourne entièrement vers ça. Donc voilà comment on a créé En Cavale avec cette idée-là, cette envie-là, de trouver, de proposer des alternatives Ouais. qui soient aussi interactives, immersives qu'un bon jeu vidéo sur portable, mais avec du papier et du carton et de D'accord, l'audio. super, super intéressant. Et avant en cavale, quel a été ton parcours et en quoi tes expériences précédentes t'ont aidé à lancer la marque? C'est toujours une question à 1000 points. Avant ça, moi, j'étais directrice commerciale dans des médias internationaux. Donc, je pense que ça m'a. Et j'ai un parcours d'école de commerce un peu classique. Je pense que ça m'a appris à avoir une vision plutôt orientée business au global. Oui, Voilà, mais la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tant qu'on n'a pas mis les mains dans le fait de monter une boîte, c'est difficile d'apprendre théoriquement à monter une boîte. oui, Donc ça bon, reste de la théorie, quoi. exactement. En tout cas, moi, j'ai pas fait un parcours entrepreneuriat et Astrid, non plus. Et donc, du coup, oui, on a vraiment appris sur le fait, quoi. D'accord. Ok, oui, t'as plutôt un parcours classique au Assez final. généraliste, oui. Ouais, d'accord. Et le secteur, on l'a choisi toutes les deux plutôt par intérêt et Oui, accroche personnelle. On partage toutes les deux une vision de l'enfance qui nous est commune. On n'était pas maman ni l'une ni l'autre quand on a monté un cabal, donc c'était pas un truc qui nous est apparu pendant un congé mat parce que ça concernait nos enfants ou je ne sais quoi. Je pense qu'au moment où on a monté un cabal, on était plus proche de d'être des enfants dans nos têtes que d'être des parents. Euh, et voilà, et c'était un peu une espèce de constat quoi, de ce qui se passait autour de nous, avec une vision de l'enfance entre celle qu'on avait, qui est un peu une vision d'enfance d'Épinal, à la Harry Potter, Stranger Things, des gamins, puis Fibre des gamins qui prennent oui, leur vélo, qui partent à l'aventure, qui comprennent le monde presque mieux que les adultes, parce c'est qu'ils ont leurs yeux ça. d'enfant, et que c'est parce qu'ils sont des enfants qu'ils voient des choses que nous on voit plus. Ouais, Moi, ça, je trouve ça assez fascinant. Et je trouve que globalement, et sans du tout être c'était mieux avant ou pessimiste, mais c'est un truc
qu'on a un tout petit peu tendance à perdre dans et pas que à cause des écrans, mais globalement dans un monde qui est aussi un peu plus surprotecteur, qui est très tourné vers l'intérieur plutôt que Ouais. l'extérieur. Donc voilà, donc c'est plein de thématiques là que je mêle de façon un peu brouillon, mais, mais qui sont, ouais, qui sont fascinantes Ouais, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, ouais, ça me là-dessus. parle assez aussi. Et en fait, bah, en cavale, bah, justement, ça va bien au-delà du simple jeu. Et bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, mais tu avais une mission éducative et humaine que tu poursuis avec ces enquêtes, en fait. Oui, et je pense que ça c'est aussi, mais c'est assez personnel mais je trouve on vit dans un monde où on a un peu des enjeux globalement en termes de société, en termes d'humanité à tacler, dont des enjeux écolos, de surproduction, de surconsommation, etc. Et donc du coup, c'est vrai que la question se pose toujours quand on crée une nouvelle marque. Enfin, en tout cas, moi, la question s'est toujours posée pour moi quand tu crées une nouvelle marque, quand tu prends la responsabilité d'aller faire produire, d'aller mettre sur le marché encore des nouvelles choses, alors que franchement, des trucs à acheter, c'est parce qu'il manque, quoi. Alors, bah, qu'est-ce que ça amène, quoi? C'est quoi Oui, le Qu'est-ce que tu amènes en plus? Et donc, c'est une vision qui est particulière parce que et particulièrement dans le e-commerce, parce qu'il y a aussi une vision qui est très, pour le coup, qui est beaucoup plus business pragmatique et business is business, qui est ce truc-là, ça se vend, il y a une place à prendre, où il y a des concurrents mais qui font pas assez bien, vas-y, je fais exactement la même chose, mais je le fais en plus optimisé, mieux, moins cher, avec un site qui fonctionne mieux. Ce qui est un parti pris. En tout cas, moi, c'est un parti pris qui me fait toujours un peu mal au cœur parce que la réalité, encore une fois, c'est que on pourrait faire, je sais pas moi, un énième puzzle, un énième memory, des énièmes gommettes, etc. Mais en fait, il y en a déjà plein. Donc, si tu cherches oui, ça pour tes enfants, tu n'auras pas de mal à le trouver. Et qu'est-ce que tu amènes au mix produit et à la proposition de valeur un peu du monde, en fait, hein. Donc, et le tout avec beaucoup d'humilité parce que ça ne veut pas dire que parce que c'est différent, c'est mieux. Mais voilà, moi, c'est un truc que je trouve assez important de faire différemment et d'amener une valeur ajoutée, quoi, et pas juste de saisir une opportunité business. oui, 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 je comprends. Que ça ait vraiment un sens dans les valeurs que vous portez, quoi. Exactement. Ouais. Alors, comment tu peux nous expliquer comment naissent les enquêtes en cavale, le processus de création de l'idée jusqu'au produit final? Ouais, bien sûr. Donc, nous, on a commencé, et en fait, ça, notre cœur de métier, ça a été les enquêtes pour les enfants. Donc, le prisme, c'est vraiment de se dire, bah, si on veut rivaliser dans le cœur des enfants avec du jeu vidéo, du loisir écran qui est globalement hyper addictif, hyper immersif, Mm. alors, qu'est-ce qu'on propose? Et c'est vrai que le scénario de l'enquête, globalement, ou du polar quand on est adulte, c'est une trame narrative qui est assez facile à exploiter parce que c'est prenant, on est tout de suite Oui, acteur. Quand on lit un oui. polar, on se met un peu dans la place du détective, quoi. Mm. Donc c'est vite immersif et ça donne vite envie de se mettre en action, de participer. Et donc pour les enfants, le parti pris qu'on a eu, ça a toujours été de se dire, bah, il faut que ça soit donc très immersif. Il y a toujours une même, comment dire, un même univers narratif. Donc on est à Ouais, l'académie des enfants espions, ils sont toujours avec les mêmes personnages, donc un peu comme dans l'univers d'Harry Potter, il y a un univers qui est créé. d'accord. Euh, et on leur explique lors de leur première réception d'un jeu en cavale qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions, une agence top Ouais, secrète dont ils ne sont pas au courant, et qu'on les a choisis eux spécifiquement parce ils sont drôlement rusés, et que c'est peut-être pas les meilleurs en maths ou ceux qui courent le plus vite à la récré, mais on sait que eux, ils ont en eux, ils portent en eux ce regard différent qui fera qu'on pourra ouais. comprendre l'enquête. Donc il y Mhm. a tout un discours évidemment sur la valorisation de chaque personne et de chaque compétence. Et, et puis donc on leur donne à chaque fois du travail à faire, hein, des choses à faire, mener une enquête. Et pour Oui, que cette enquête avance, il faut qu'il y ait une interaction avec nous, avec l'agence, l'Académie des enfants espions. Et donc, notre jeu le plus connu, c'est un jeu par abonnement qui s'appelle l'enquête par courrier, qui dure sur plusieurs mois. Et donc pendant d'accord. plusieurs mois, les enfants mènent une enquête et doivent nous renvoyer leur rapport d'enquête par courrier papier. D'accord. On reçoit des milliers de courriers au bureau. euh, et puis ils reçoivent la suite de leur enquête. Parce que grâce à leur découverte et grâce à ce qu'ils ont pu amener à l'Académie des enfants espions, alors l'enquête peut continuer.
Et donc, il y a vraiment cette notion quand même là d'interactivité qui est vachement importante et de déclencheur en fait, qui est Oui, propre aux jeux vidéo. Enfin, quand on fait un jeu vidéo, on navigue pas juste dans un monde à rien faire en oui, regardant bah tout. oui, il y a toujours un but. Exactement, il y a un but, et puis c'est parce qu'on réussit tel truc, il y a un déclencheur, ça amène Oui, à autre chose. Et donc, se servir un peu de ces trucs-là, de ces mêmes triggers, bah, c'est ça intéressant. marche. Bah oui, oui. Ça marche même avec du papier, en fait, ça marche avec pas mal de trucs. Et nous, en tout cas, c'est ça notre USP, notre innovation d'usage, qui ensuite a été déclinée. Donc là, c'était du papier, mais qui a été décliné sous plein d'autres aspects dans nos autres gammes. Donc on a une gamme qui marche hyper bien de calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'aventure. La promesse, c'est 24 jours d'enquête en famille. Chaque jour, on découvre un bout de l'enquête. D'accord. Selon les tranches d'âge, la narration est portée soit par de l'audio avec tout un objet et un décor à manipuler. Pour les plus petits, c'est porté par de la lecture faite par les parents et pareil avec tout un décor à manipuler. Mais en tout cas, chaque jour, la trame est la même. On raconte l'histoire et le contexte. À la fin, on dit appel aux enfants espions. On a besoin de vous qui êtes chez vous pour nous aider à faire avancer. Et Ouais. donc, chez toi, tu as le décor, les indices, une roue cryptographique. Tu découvres qu'il y a un message caché derrière un sapin en morse. Et on te demande de faire une action. Donc, tantôt d'appeler un numéro de téléphone pour laisser un petit code. euh, D'accord. Tantôt de dessiner le portrait du coupable, l'afficher sur ta fenêtre. Et ce soir, une équipe de l'Académie des enfants espions passera pour vérifier, tu vois, la C'est nuit. génial. Et donc, on joue quand même beaucoup sur cette interaction qui parfois est réelle quand il y a du courrier et parfois est imaginaire, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas une équipe qui passe devant Oui. chez 60 000 enfants. Je me doute, oui. Mais, mais ça, c'est fou parce que ça, bah, un peu, voilà, un peu comme tout le reste, un peu comme le Père Noël, un peu comme Harry Potter, etc. Oui, Quand même sur cette appétence à avoir envie d'y croire, oui. même sur des enfants un peu plus grands, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ça, c'est une des forces de l'enfance. C'est assez chouette, ouais. Mmh. Ouais, c'est super. Et donc, c'est vous qui avez les idées des enquêtes, Et donc, c'est nous qui créons tout le Ouais, contenu, euh, d'accord. à la fois donc l'UX et la façon de faire, la façon d'avoir quelque chose de très interactif, de très immersif, etc. Donc, avec vraiment des façons de faire très différentes à chaque gamme de jeux. On a une gamme de jeux qui s'appelle l'enquête de 7 jours, qui est designée pour tenir une semaine de vacances scolaires des D'accord. enfants occupés. Donc là, il y a vraiment aussi une réflexion très particulière. Et c'est nous qui écrivons, et puis ensuite qui gérons la prod, et puis les expéditions, etc., quoi. Donc on a OK. évidemment un réseau de suppliers externes, mais Ouais, c'est toujours en interne. ouais. OK. Voilà. Et puis là, on a lancé cette année, en fin d'année 2025, on a lancé une gamme adulte qui s'appelle Club. Euh, OK. donc le pitch de Club, c'est Club, la série littéraire par courrier. Donc on se resserre de ce ressort-là, le courrier, qui est, moi je trouve, un ressort extraordinaire. En fait, euh, le courrier, c'est c'est un des sujets matériels qu'on a dématérialisé le plus vite. Et alors, on comprend bien pourquoi. Ça coûte extrêmement cher d'envoyer du courrier, ça coûte beaucoup Ouais. moins cher d'envoyer du mail. Mais du coup, dans l'intervalle, on est passé de génération qui recevait pas mal de courriers. On avait des échanges épistolaires entre amoureux, on avait Oui. des grands-parents, des enfants. Moi, enfant, systématiquement, on achetait, je sais pas, une dizaine, vingtaine de cartes, on envoyait à toute la famille, Oui, les oui, c'est vrai. vacances. Et c'est un truc qui se fait globalement plus du tout. Enfin, c'est Mmh. un peu de chagrin. Et alors, à titre personnel, moi, je trouve ça hyper triste parce que j'adorais ça, donc je continue à le faire. Mais même à titre, je trouve, de relations familiales et de relations avec le tangible, le concret. Il y a quelque chose d'un petit peu dommage. Ouais, On est tous toujours super surpris de recevoir du courrier, enfant c'est comme vrai. adulte. En général, maintenant, c'est les factures, quoi. Exactement. Et donc, quand C'est on est beaucoup moins adulte, sympa. personne n'a envie d'aller chercher le courrier parce que c'est juste nul. C'est ça. Euh, voilà. Donc là, on a créé donc Club, la série littéraire. Le pitch, c'est une, euh, une histoire à découvrir comme une série Netflix, comme une bonne série Netflix où Ouais. tu regardes le premier épisode et puis à la fin, t'es hooked, tu te dis putain, c'est vachement bien, j'ai envie de regarder le deuxième. Euh, donc en gros, séquencer une histoire, une lecture, mais à l'écrit sur du papier, D'accord.
et avec une réception courrier qui remet presque au goût du jour le, comment on dit, le feuilleton littéraire à l'ancienne, à la Dumas, Oui, qui sortait dans les journaux et donc où les gens allaient au kiosque lire la suite de leur histoire. ouais, Et avec, en plus de ça, le plaisir à la fois de l'attente et puis de la belle réception avec une oui. papeterie augmentée. Et donc là aussi, une relation assez immersive au livre et à la lecture et à Mm. l'objet. Oui, Et tout ça, ça s'inscrit pour nous dans une logique sur, encore une fois, le fait de prendre un tout petit pas de recul, d'être un tout petit peu déconnecté à minima dans notre divertissement. mm. De prendre aussi un autre temps, d'avoir une espèce de contre-temps parce que on parle beaucoup du binge watching de séries, mais en fait, Oui, il y a aussi des binge readers euh, oui, dont je peux faire partie hein, quand je suis à fond dans un livre. pareil. Mais il y a aussi un truc assez sympa et intrinsèquement positif à l'attente en fait et à l'imagination de ce qui va se passer. Qu'on avait un peu dans les séries qui sortaient avec un épisode par semaine quand on était plus petit, ou les épisodes qui arrivent petit à petit, qu'on a dans la BD, où on attend la suite. Oui, On n'a pas beaucoup dans le livre, qu'on a eu pour Harry Potter, par exemple, avec l'attente folle oui, du l'attente de film. chaque tome. Ouais, Donc là, c'est un peu du slow reading. Bon, ouais. les épisodes arrivent toutes les 2 semaines, hein, donc on n'est pas sur un truc trop émotionnellement tordu. Mais voilà, donc c'est ouais, club. La première histoire est c'est une création originale et c'est un cozy crime, donc Ok, une histoire d'enquête, pas glauque ni. d'accord. Et les gens doivent aussi renvoyer des courriers? Il y a une Il interaction? n'y a pas de notion de jeu. Non. Là, on vise plutôt un public d'adultes, euh, lecteurs ou petits lecteurs ou peu lecteurs d'ailleurs. C'est une lecture qui est assez Mm. accessible. On reçoit du coup, des romans d'environ 70-80 pages. Donc, pour des gros lecteurs, c'est ce qu'on lit un soir. Pour Ouais, des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire, c'est pas du tout effrayant comme un pavé oui. qu'on file en disant c'est vachement bien, essaye ça. Et tu es là, bah oui, mais voilà. Donc, et puis, donc, 2 semaines après, on reçoit une nouvelle. Très belle enveloppe illustrée avec une petite lettre de Previously, comme dans les bonnes séries. Ah ouais. Voilà, des éléments un peu immersifs, des playlists d'ambiance pour se mettre un petit peu dans l'histoire. Ok, Donc, super. voilà, Eh ben, ça a l'air super bien. ouais. Ça Non, me je donne pense. envie d'essayer, franchement. Les illustrations sont très très belles en plus. Ouais. Et donc, vous vous adressez bah, à la fois aux enfants et aux parents et aussi aux adultes, du coup, comme tu viens de me l'expliquer. Et comment est-ce que vous comprenez leurs attentes respectives au moment de l'achat? Bah oui, alors il y a un peu 2 questions en plus dans la question parce qu'il y a les attentes respectives dans la vie, puis au moment de l'achat. Je pense que nous, Oui, ce qui est un peu un des sujets compliqués qu'on a pour l'enfant, c'est que globalement, on est sur un marché de cadeaux, même quand c'est pour ton propre enfant. Euh, et donc, du coup, on a des acheteurs et des bénéficiaires qui sont des personas très différents. Et puis même dans nos acheteurs, on a des acheteurs qui sont des acheteurs parents, donc qui eux ont une idée très arrêtée de ce que doit recevoir leur bénéficiaire. Et puis on a des acheteurs, je sais pas, des grands-parents, des son oui, clé d'état, etc., qui ont une autre idée, un autre positionnement, un autre budget aussi à y allouer, etc. Donc ça, nous, c'est un peu l'enjeu qu'on a. On n'est pas le seul business à avoir cet enjeu-là, hein, mais c'est un enjeu qu'on a. Et du coup, si on repart vraiment un peu de ce prisme-là du cadeau, du temps de cadeau, bah là aussi, il y a un peu, en fait, on est plus sur des moments auxquels on doit répondre, évidemment Q4, Noël, euh, ou le calendrier de l'Avent, c'est un temps hyper spécifique dans l'année. Et puis si on repart un peu plus du prisme parent, alors là, c'est une réflexion sur, au global, la question qui se pose, c'est comment diable vais-je occuper mon enfant oui, ce, ce week-end, pendant les vacances, je sais pas moi, le soir après l'école si ils sont pas surchargés, etc. Donc on a un peu cette double approche en permanence de gammes qui doivent s'inscrire dans le temps et dans la continuité.
Donc nos abonnements globalement, et puis de choses qui sont plus ponctuelles, des gammes pour les vacances, des gammes pour les événements. Et jongler entre les deux. Et le tout Oui, toujours en gardant encore une fois nos USP que sont l'interactivité, des supports innovants et oui, et pas juste refaire un truc déjà fait 1000 fois, quoi. oui, 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 je comprends. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'enjeu, je pense, sur les familles. Sur les adultes, c'est un petit peu différent parce que du coup, on a des Mm. de tir qui sont beaucoup plus larges. On lit toute l'année. Ouais. On se fait des cadeaux à soi-même. Il y a un côté indulge qui est beaucoup plus fort chez l'adulte que dans l'achat pour de l'enfant. Donc c'est et puis on n'est pas non plus sur les mêmes gammes de prix. Ça aussi, c'est intéressant, mais même quand on s'adresse à un public plutôt CSP+, en fait, la réalité, c'est que nous, on opère dans un secteur qui est le secteur culturel où, même avec une marque qu'on pourrait avoir voulu premium, ce qui n'est pas forcément notre cas, hein, chez Caval, Mm. en tout cas, un livre est un livre. Et donc, il y a quand même un prix globalement psychologique Oui, d'un jeu ou d'un élément de papeterie qui ne peut pas oui, aller qui dans peut des... pas, ouais. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant, je trouve, en tant que secteur, parce que voilà, quand on réfléchit, je sais pas moi, à quelqu'un d'extrêmement riche va peut-être s'acheter un pull extrêmement cher, certains vêtements à plusieurs milliers d'euros, Ouais, voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, mais un livre, ouais. bah, ça, Bah, voilà, un peu différent. Donc ouais, sauf si c'est un truc qui a, je sais pas, 200 ans avec des reliures en or ou je ne sais quoi. voilà, Ouais. exactement, mais pas un truc qui est industrialisable, quoi. Oui. Donc ça, c'est intéressant aussi, je trouve, à avoir en tête, c'est qu'on opère quand même sur un secteur qui est assez codifié à minima, Mm. voilà, mentalement dans ce que les gens sont prêts à y mettre ou pas, Ouais, et, et d'autant plus chez les enfants, où il y a un ouais. gros turnover, où on ne sait pas si ça va leur plaire ou pas. Donc c'est les règles du jeu pour nous, quoi. Oui. Ok. Et pour parler un petit peu du site maintenant, donc comment vous avez pensé l'expérience sur le site pour rassurer les parents tout en faisant rêver les enfants? Bah, c'est un travail constant et enfin une recherche constante et en plus de ça, enfin j'imagine que toi ça fait partie de ton métier, mais Ouais. on change assez régulièrement notre fusil d'épaule sur la façon dont on fait les choses. Mais en tout cas, le site, il a en aucun cas jamais été construit pour des enfants, parce on Oui, part du bah, principe ouais. euh, il n'y a aucune raison qu'il y ait des enfants sur notre site, quoi. C'est pas eux qui Non. achètent. Donc le site est vraiment construit pour des adultes. Si je reprends du coup ma théorie de l'offreur, hein, il faut qu'on ait un site qui soit construit pour des parents, donc ont vraiment des problématiques de parents, mais aussi pour des gens qui sont juste là pour faire un cadeau, donc ont des problématiques d'achat e-commerce un peu plus straight to the point, quoi. Mm. Euh, et puis donc je pense, le dernier palier pour nous, c'est à la fois en fait, on est une marque. Donc on a un aspect de brand, je pense, qui est assez important, Oui. heu, avant d'arriver à, un site e-commerce juste, performant qui crache, quoi. Donc nos pages produits doivent, assez rapidement rentrer dans, des pages produits e-commerce qui crachent, un panier, en gros, à partir de la page produit, toute la suite devrait être idéalement aussi performante que, je sais pas, un Amazon ou un Leboncoin, quoi. Mais avant, toute l'expérience est plus de l'ordre du sensible et de Oui. qui on est, pourquoi on fait ça, quelles sont les valeurs, donc ça, c'est assez important. Donc c'est comme ça qu'on l'a pensé. On l'a plutôt pensé à voilà, avec une idée de funnel. Et puis nous, dans les choses qu'on teste et qui est aussi en fait aussi en fonction des saisons, il y a la façon dont on rentre sur le site. Donc est-ce qu'on rentre plutôt par tranche d'âge? Est-ce qu'on rentre plutôt par thématique? Est-ce qu'on Oui. rentre plutôt par occasion? Et ça, la réalité, c'est que je pense qu'il n'y a pas une seule, une seule réponse juste. Non. Euh, euh, je pense que ça dépend un peu des moments. Donc Oui. c'est vrai que, je sais pas, en octobre-novembre, si on fait des entrées par âge, alors que, en fait, in fine, on sait que là, ce que les gens viennent chercher chez nous, ou en tout cas ce que les gens ont en tête, c'est des calendriers de l'Avent et des cadeaux de Noël.
Bon, donc en fait, il vaut mieux qu'on ait une entrée, calendrier de l'avent et Oui, le reste éventuellement par tranche d'âge. Hem, mais c'est vrai qu'il y a d'autres moments dans l'année, juste avant les vacances scolaires, assez probablement les gens vont venir pour ça, donc avoir une entrée ouais. plutôt choses adaptées pour les vacances. Mais bref, C'est donc un on a peu un peu saisonnier, quoi. exactement, il y a un peu ce jeu permanent. Mais voilà, globalement, on a un menu, on a quand même un menu qui est toujours recoupé par tranche d'âge parce que ça, c'est quand même Oui, ça une reste un. constante chez nous, avec de temps en temps des mises en avant sur l'organisation des anniversaires, les pour le coup, on a une gamme qui marche hyper bien qui est, l'enquête anniversaire. Donc le pitch, c'est, 15 minutes de préparation pour les parents, 1 heure et demie d'occupation pour un groupe d'enfants, D'accord, ouais. et a priori, chaque enfant a au moins un anniversaire par an à organiser. Ce qui est devenu un truc très codifié, beaucoup plus que quand nous on était petits. C'est vrai, je confirme. Et voilà, et du coup donc ça c'est une gamme qui est assez chouette, du coup qui est ponctuelle. On a, 1 achat, 2 achats si c'est des grandes fratries, dans l'année, mais Ouais. pour pouvoir très bien retrouver, identifier toutes les par exemple. Donc voilà. OK. Et bah, vos produits, c'est des objets physiques qui sont quand même très soignés. Tu me disais, avec des jolies papeteries et cetera, avec des beaux décors. Ouais. Quels ont été les principaux défis que vous avez dû, relever par rapport à la production, le packaging, la livraison aussi? Heu, Bah, je l'utiliserai même pas dans le passé, je dirais qu'on doit toujours relever. Ouais. Hem, il y a en fait, il y a un c'est que quand on fait du produit physique, il y a quand même toujours une espèce de balance à trouver entre, le oui, la qualité et surtout la qualité perçue de l'expérience qu'on veut y mettre, Mmh. heu et une espèce de loi de Pareto de, il faut réussir à mettre 80 de la valeur, heu, sur les choses importantes, quoi. Donc 80 de la valeur va probablement être fait par, 20 des éléments, Oui. heu mais c'est important de viser les bons, en fait, et d'avoir, Oui. le critère au bon endroit. Donc est-ce que c'est, une expédition hyper soignée comme on le voit dans certaines marques avec, des papiers de soie, des stickers, des mots à la main, hem, ou, au contraire parce que ça, c'est des choses qui sont hyper coûteuses dans l'e-commerce, hein, faire ce genre de Mmh. truc, Oui, oui, j'imagine, dans des marques de vêtements, de cosmétos, ou alors est-ce qu'au contraire, on a des expéditions qui sont un peu plus lambda, et du carton, port imprimé et cetera, mais par contre à l'intérieur, je paye une expérience d'ouverture. Bon, donc je pense que nous, il y a quand même, pas mal, cette réflexion-là, pareil, qu'on fait évoluer dans le temps. Hem et ça, je trouve que ça, c'est le principal enjeu, parce que c'est aussi un des coûts principaux oui. de qui sort de notre marge brute, hein. En e-commerce, c'est Oui, hyper cher de faire des expéditions, en direct, consommateur. Ce qu'on a tous un peu tendance à oublier, je trouve, en tant que consommateur d'ailleurs. Et enfin, ou à ne pas le savoir. oui, Et hem et ça évidemment, bah, là où on met la balance sur ce critère-là, qui est déjà un énorme critère de poids, du prix final, mmh, heu, alors derrière, on va chercher, des choses qui sont, très nous on fait beaucoup de papeterie, donc très grammées, moins grammées. Est-ce que ça a une importance, par exemple, dans l'expérience des enfants? Je prends un exemple un peu bête, mais on va pas du tout aller chercher les mêmes grammages de papier pour des tout petits que pour des grands, parce qu'en fait des grands, c'est comme nous, on a, je sais pas, nos livres de poche, le papier est relativement fin à l'intérieur. mmh. Il y a pas un intérêt fou à ce que le papier soit hyper lourd et hyper Oui, dense, ouais, voire même ça peut être très agréable en fait, en main. ouais, Là où sur des livres, enfants de petits, c'est super important parce qu'en fait ils déchirent en 2 secondes parce qu'ils sont assez brusques. Donc oui, voilà, il y a aussi beaucoup ça oui, dans le UX. Faire des arbitrages entre des choses, et d'autres. Et puis il y a aussi des moments où on se rend compte que, enfin, j'ai pas un exemple hyper, bon en tête, mais que quand on fait, relier dans un sens, parce qu'en fait c'est l'idée qu'on en avait, je sais pas, relier en vertical, ça coûte extrêmement cher. Et puis en fait, si on le fait relier dans l'autre sens, en horizontal, ça coûte, je sais pas moi, 6 fois moins cher pour une raison de fabrication, de calibrage d'usine, ouais, qui arrive, et ça change strictement rien, à l'UX, voire même ça apporte un format un peu différenciant. Donc voilà, ça c'est des gros arbitrages à faire, et là, c'est là oui, où c'est important, pour nous d'avoir, on a toujours eu en interne cette, capacité, que j'appelle bureau d'études.
Là, ce qui est assez particulier, hein, pour des maisons d'édition, la plupart des éditeurs, maisons d'édition, et cetera, passent par des bureaux d'études externalisés. D'accord. Heu et en fait, la réalité, c'est que souvent, pour faire des choses très différenciantes, ce qu'on voit beaucoup dans le jeu de société, des trucs avec des trappes, des machins qui s'ouvrent, des petits objets, et cetera, Ouais, c'est en Chine parce qu'en fait, le faire en Europe, c'est impossible, sans vendre les choses, au prix d'un frigo. ouais. Et en fait, pour que ça le devienne, ce qui nous est un peu notre enjeu quand même, alors il faut franchement se prendre le chou et en fait, se pointer, dans l'usine de son fournisseur, et lui dire: «Bah voilà, Michel, en fait, ça je veux faire à peu près ça», et enfin j'ai pour le coup, j'ai plein d'exemples, mais on a vraiment, on était dans le bureau d'un de nos cartonnistes qui globalement fait de la caisse de vin. Donc de la D'accord. c'est du carton, pour mettre des bouteilles, hein, c'est quand même pas très compliqué. Et nous, on lui a fait produire notre premier calendrier de l'Avent qui était, où il y avait c'était une boîte avec un faux fond, il y avait un chalet à monter. Ce chalet devait être, il fallait que les enfants puissent entièrement le démonter pour le retourner, et quand on le montait dans l'autre sens, on voyait D'accord. l'intérieur du chalet apparent, et là, il y avait un indice, clé pour la fin de l'enquête, bon. Et en fait, c'est vraiment, le jour où tu t'assois avec lui dans son bureau, où ton premier chiffrage, il passe d'un truc que tu aurais probablement dû vendre, 140 € à un truc où, tu es là: «Bah, attends, la réunion, on n'a pas besoin qu'elle soit de ce côté, là, ça marche très bien. Ah bah, génial», et cetera, et cetera. Donc voilà, ça Oui, c'est gros donc challenge, c'est un challenge constant et qui prend, ouais. qui demande, ouais, d'y mettre du temps et de l'énergie, ouais. Ouais, c'est ça, parce que vous allez vraiment, auprès des fournisseurs pour, étudier chaque détail, Ouais. Bah, ça, c'est en gros, pour nous, c'est le prix de réussir à faire ce qu'on fait ouais, dans les conditions qu'on a envie de le faire, sans vendre des objets culturels à 300 balles. oui, Et encore une fois, c'est un gros parti pris, hein, qui nous ouais, impose un tas de contraintes, hem, mais en tout cas, du coup, ça répond, je trouve, aussi quand même à la question de, c'est impossible de faire, en France, c'est impossible de faire en Europe, et cetera. Bah, c'est pas facile. Voilà, c'est la réponse, c'est que c'est pas facile, il faut s'en donner les moyens, quoi. C'est un ouais, parti boîte, fort de décider de trouver des solutions. Mais c'est ça. il y a toujours des solutions. Il y en a, faut vraiment, les chercher, Ça quoi. secteur, hein, je parle pas de je ne m'avancerai absolument pas sur, d'autres secteurs, que je ne connais. Oui, d'accord et ben, maintenant je vais revenir un petit peu sur la partie, e-commerce et sur le site. Je voulais savoir quand tu regardes la performance, de votre e-commerce, quels sont les indicateurs un petit peu que tu suis pour, voir si ça fonctionne bien? Le classico, conversion, panier moyen, évolution du panier moyen, hem et et en fait, chez nous, ce qui est hyper important, c'est, au global, le lifetime value de nos clients. Parce Ouais, qu'on a une fenêtre de tir qui est pas, immense, en tout cas sur notre partie enfant. Parce que les enfants, ça grandit, parce qu'en plus, en tant que parents, on a quand même tendance à avoir envie de leur proposer des choses, régulièrement différentes. Hem, donc ça, c'est pareil, c'est un truc, je trouve, qu'on a fini par, comprendre, mais quand votre enfant, il est abonné, je sais pas, 1 an à, J'aime lire, ou à Poppy ou je sais pas quoi, bah, en fait, c'est vachement sympa pour lui l'année d'après de changer de magazine parce que ça montre aussi, une évolution, ouais, c'est un peu pareil, chez nous. C'est assez sympa de proposer des choses, différentes d'année en année. Donc je reviens à ma lifetime value, ça veut dire que nous, on a quand même une fenêtre de tir qui se joue sur quelques années, oui, infinies. Et sur ces quelques années, il faut qu'on arrive à, avoir une offre qui est suffisamment cohérente, et attractive pour que les gens rachètent, plusieurs fois ou ouais, poursuivent l'abonnement, un certain nombre de temps, avant de nous quitter bien naturellement parce qu'en fait, juste, leurs enfants sont grands. Et de ce point de vue-là, on a un business, on regarde le churn, mais franchement, le churn, c'est une métrique chez nous qui a pas une valeur folle parce que quand tu es, SFR ou un assureur ou je sais pas quoi, ouais. oui, ton churn, Oui, il bah, est oui, ça a pas du uniquement tout le dû à même, ouais. exactement, il est Ouais, uniquement ouais, dû à ta mauvaise performance, d'une façon ou d'une autre. Chez nous, non. Donc c'est plutôt le ouais, retail, et ouais, ce retail, il se monitore, très directement sur la lifetime value. Donc la lifetime value, c'est un peu l'alpha et l'oméga, ouais, qui
qui derrière en fait cache le retain, qui cache aussi la répartition de nos offres. Donc, je sais pas moi, quand on propose des choses en 3 mois, en 6 mois, en 12 mois, bah, évidemment, si on arrive à mieux vendre sur notre page de vente e-commerce, le fait qu'acheter un 12 mois, bah, en fait, ça vaut le coup, plutôt que de prendre des formules d'essai à 3 mois. Évidemment, la lifetime value d'un seul coup, elle est déjà bonne au premier achat. Enfin, voilà, Oui. il y a ces enjeux-là, mais qui sont encore une fois un peu des classiques au e-commerce, quoi. Ouais, très bien. Et j'ai une question un petit peu plus personnelle peut-être. Depuis le lancement, quels ont été les moments les plus difficiles et qu'est-ce que ces moments difficiles t'ont appris en tant qu'entrepreneur? Nous, on s'est lancé en 2000, donc fin 2018, et notre première du coup vraie année de run, ça a été 2019. Mais du coup qui était une première petite année, quoi. Et on arrivait du coup en 2020, année pangolin et Covid, la fleur au fusil. Ouais. Donc on avait globalement pas grand-chose à perdre et beaucoup de choses à prouver parce qu'on était au début de notre boîte, quoi. Et nous, le Covid, ça a été un très bon moment pour nous parce que déjà on avait fait le choix à ce moment-là de se structurer en e-commerçant et de pas aller sur du retail. Donc on avait un site qui était ce qu'il était, mais en tout cas qui était tout à fait fonctionnel pour l'époque. On avait une stratégie de marketing digital et d'acquisition. On avait une production, alors qui a été un petit peu à l'arrêt au début, mais qui a vite repris parce qu'on était en France. Donc le choix d'avoir fait du Made in France à ce moment-là a été hyper payant parce que Oui, on avait le cargo coincé dans le port de Marseille ou je ne sais quoi. ouais, Donc on a eu globalement des premières années, donc 2020-2021, qui nous ont donné un très mauvais historique. Et c'est le cas de beaucoup de gens en e-commerce. Mais qui nous ont donné des valeurs historiques sur lesquelles il est. Alors aujourd'hui, on n'en parle même plus. Enfin, je regarde pas les chiffres de 2020-2021 parce ouais, il y a rien de ces valeurs sur lesquelles je peux me reposer comme pour avoir une bonne compréhension de mon business model. Et ça, c'est difficile. Et donc, pour le coup, donc c'est vrai, aujourd'hui, on est en 2026, donc l'eau a un peu coulé sous les ponts. On a eu le temps de comprendre d'autres choses. Mais ça, pour le coup, ça a été assez difficile en 2022-2023 parce que bah, pour des gens, pour des boîtes qui avaient qui avaient 20 ans dans les boîtes, ou même 10 ans, ou même, ouais, même juste 10 ans, en fait. Ils avaient eu une histoire, et puis il y avait eu cette espèce de pic, ou à l'inverse de crash, ouais, dû au Covid, mais en tout cas, il y avait quand même assez facilement cette visualisation là, d'un coup, on a des métriques qui sont toutes hyper différentes, parce qu'il y a un contexte qui est très différent. Et donc, soit on fait le pari, et beaucoup de boîtes ont fait ça, de garder ces métriques exceptionnelles de croissance et de se dire, bon, bah, génial, l'année prochaine, on va refaire x20. Et là, c'était un peu débile et tu calibres pas tes investissements comme il faut, etc. Les plus prudents ont plutôt pris leurs métriques d'avant en se disant, oh, ouais. bon, c'est Bah oui. exceptionnel, on va continuer tranquille. Mm. Nous, on n'avait pas de métriques d'avant, quoi. Donc ça, je trouve que ça a été à la fois une bénédiction pour nous parce que ça nous a permis d'avoir un lancement vraiment fort, et plus fort que sans doute que ce que ça aurait été autrement. Par contre, bah, derrière, pour en faire de l'apprentissage et découler une Ouais. stratégie, Vous c'est pouviez plus pas difficile. vous fier à ça, quoi. Exactement. Donc 2022-2023, euh, je trouve que ça a été un peu ça le challenge pour nous, de réussir à se dire, waouh, là on est vachement moins bon qu'avant. Est-ce que c'est parce qu'on est nul? Est-ce que c'est comme tout le monde? Est-ce que c'est normal? Enfin, en fait, t'as peu de, voilà, l'expérience a un peu faussé. Ouais, Et puis, donc ça, c'était un moment, ouais, assez difficile de boîte. Et puis après, globalement, bah, on a des enjeux de petites boîtes. Donc, on a une équipe de 8. On a, je pense, des enjeux qui vont aussi avec nos. On a des enjeux de croissance qui sont quand même très liés à nos valeurs et à notre vision. oui, Euh, donc, quand tu veux pas aller faire produire en Chine, que tu ne veux pas faire du marketing sur des enfants, il y a des influenceurs sur TikTok, que tu ne veux pas forcément, bon, voilà, que tu te mets un cahier des charges qui est quand même assez drastique sur à la fois le fond, la forme et la façon de le faire. ouais, Bah, tu vas chercher aussi une croissance qui est un peu différente. Et l'enjeu, je pense, c'est
Enfin, moi, j'ai jamais, pour le coup, je suis pas du tout une fan de la croissance pour la croissance, de la super croissance, etc. Par contre, je suis assez fan de la croissance pour de la rentabilité et surtout de la croissance comme démonstration de ton du succès de ce que tu fais. Oui, Et donc, quand tu fais un truc qui a de l'impact, bah, en fait, la croissance, c'est génial. Ça veut juste ouais, dire c'est clair, ça c'est possible. que c'est possible et puis que Ouais, ça marche et puis que tu as du coup un oui, impact positif. Donc ça, je trouve que c'est important. Et voilà, et ça, c'est un enjeu constant pour nous, c'est de réussir à aller chercher cette croissance sans se trahir, sans se ouais, dénaturer, sans ouais, dénaturer tes valeurs, et dans un contexte globalement où où le seuil de rentabilité des boîtes, ces 4 dernières années, je sais plus ce que je disais comme étude, mais en fait, se décale chaque année, tu vois? Et donc là où il y a 4 ans, tu pouvais décemment te dire, «Bon, bah, là, encore 2 ans sur ce trend, et on passe la rentabilité». Bah, là, on est quand même sur des années où globalement, c'est difficile, quoi. Donc voilà, donc ça, bah, mais c'est pour le coup, c'est pas que nous, quoi. C'est pour tout le monde pareil mmh, et c'est des enjeux, ouais, ça, c'est juste des enjeux. L'enjeu d'avoir une boîte, que ce soit en e-commerce ou ailleurs. ouais. Ouais, et pour parler du futur, toi, comment tu imagines l'avenir, dans Caval? Peut-être des nouvelles enquêtes, des nouveaux formats, l'évolution de la marque, Ouais. Bah, j'imagine très bien pour le coup, je crois toujours vachement, dans ce qu'on fait et j'y crois ouais, presque de plus en plus, parce que, au-delà de ce qui marche bien chez nous, pour le coup, on a des notes clients qui sont quand même vraiment dingos, quoi et ça me je vais pas les voir tous les jours, mais franchement, quand j'y vais, je me dis: «Mais quand même». ça te remonte le moral, quoi. Ouais, parce que c'est assez, je trouve, surtout en e-commerce où, tu quand même, ouais, c'est rare d'avoir, tu beaucoup des notes sur le service, tu vois? Oui, Expédition rapide, et cetera. Sur les produits et du coup, surtout sur du produit où tu as de la conception culturelle, et cetera, c'est quand même, assez, chouette. Donc bon, donc ça, c'est un truc qui me donne pas mal espoir dans le futur. Hem, je pense qu'on va prendre un bon virage sur, la création, pour les plus grands, pour les adultes, oui, qui est un ce qu'on a toujours eu envie de faire, qui nous plaît vachement, et voilà et qui est aussi un segment, qui a, plus de profondeur de marché que le segment, sur une tranche d'âge plus réduite. oui, Donc voilà, qui nous permet d'avoir d'autres ambitions aussi. Hem et heu et je suis persuadée, en fait, au-delà de moi, mes croyances personnelles, que, plus on va dans des sociétés de, surconnexion, de surstimulation, et cetera et plus il y a besoin et donc plus il y a de la recherche sur, l'inverse. oui, Heu, on regardait là le cahier des tendances Pinterest en début d'année, il y a une énorme tendance sur, le courrier papier, les beaux timbres, mais en fait ça m'étonne pas, enfin c'est le ouais, c'est un peu un retour, ouais, il y a à une la déco ouais, surdigitalisation, mais il y a aussi, il y a une espèce de pendant inverse, donc oui, le tout c'est d'avoir un positionnement qui est juste par rapport à ça et et moi je trouve que notre enjeu à nous, c'est de pas de surtout pas, devenir ou rester ou être, niche, mmh, hem, sans quoi comment on dit? Notre impact et notre envie d'impact, elle sera toujours limitée, quoi. Heu, voilà, ouais. je pense qu'on vend très bien auprès de parents qui ont des enfants en école Montessori, qui sont, bobos parisiens ou lyonnais, et qui n'ont déjà pas la télé à la maison, dont je fais partie, hein, donc je dis tout ça avec beaucoup d'amour. Heu, mais en fait, ouais, en fait, l'impact, c'est pas que ça, quoi. C'était très chouette. Merci beaucoup Margot pour cet échange Avec plaisir. et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le à un e-commerçant autour de vous. Et si vous souhaitez augmenter vos ventes sans dépenser plus en acquisition, c'est exactement ce que je propose. En tant que consultante en optimisation du taux de conversion, je vais analyser votre site pour identifier les points de friction, les pages qui font fuir les visiteurs, les éléments qui créent du doute. Et puis, je peux vous aider à simplifier le parcours, clarifier l'offre et améliorer l'expérience d'achat. Le résultat, c'est plus de visiteurs qui deviennent clients avec le même trafic.
Si vous voulez qu'on en discute ensemble et voir comment on peut booster vos ventes, vous pouvez réserver un call via le lien en description de ce podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode.